On va parler de ressort coil, donc de ressort en métal. Là, dans ma main, j'ai un ressort coil pour amortisseur. Ça existe aussi pour les fourches. Donc le terme coil, il vient de hélicoïdal, donc c'est la forme du ressort en métal en fait. Ce type de ressort a beaucoup d'avantages, on va les passer en détail. La première chose à savoir, c'est que ce type de ressort en fait n'est pas du tout spécifique au monde du VTT. Si vous cherchez les suspensions les plus performantes, quels que soient les domaines, vous allez tomber sur énormément de suspensions basées sur des ressorts coil. Donc là, tout ce qu'on a à l'écran, c'est du ressort coil. La motocross, le 4x4, la motoneige, la Porsche, tout ça est basé sur du coil. Donc pour bien comprendre l'intérêt du coil, il faut comprendre les différences avec l'air. La première chose qui les différencie, c'est la courbe du ressort. Ici sur l'écran, on voit les courbes typiques de chacun. Le ressort R est dit progressif, alors que le ressort coil est dit linéaire. Ça veut dire que sur un ressort R, plus la suspension s'enfonce et plus la force opposée par le ressort est importante, parce que l'air qui est à l'intérieur se compresse et la pression monte. Sur un ressort coil, c'est différent. Quel que soit le niveau d'enfoncement de la suspension, la force sera toujours proportionnelle au choc rencontré. En pratique, ça veut dire que sur un ressort R, l'exploitation de la totalité du débattement sera plus difficile que sur un ressort coil. Alors que sur un ressort coil, en comparaison, le comportement du ressort sera toujours plus prévisible qu'un ressort R. Donc ça, c'est la première différence fondamentale. Ensuite, l'autre grande différence, c'est le fait qu'un ressort R comporte forcément de la friction, du fait même de sa conception. Donc un ressort R, c'est basé sur des composants en aluminium en translation les uns sur les autres. Donc par exemple, ici, j'ai un ressort R de Super Deluxe. Donc on va avoir le body de l'amortisseur en fait qui va être en permanence en translation à l'intérieur du boîtier R. Donc le fonctionnement de tout cela est dépendant de joints lubrifiés en fait. Donc à l'écran, on a le body du Hurcan d'un X2. En bleu, c'est les joints, et en jaune, c'est les zones lubrifiées. Donc il faut bien comprendre que là, ce qui nous intéresse, sur la partie body, donc qui est sur la gauche, c'est la surface externe du body, qui a besoin d'un minimum de lubrification. Et ensuite, à droite, on a le Hurcan, l'intérieur du Hurcan, donc qui n'est pas rempli d'huile, mais qui a besoin d'être couvert d'huile et de graisse. Donc l'état des joints et la qualité de la lubrification conditionnent le fonctionnement du ressort et sa réactivité. Donc tout cela n'est pas nécessaire sur un ressort coil qui est totalement sans friction. Donc ça, c'est un ressort dont la surface en fait n'est pas du tout lubrifiée. On n'en a pas besoin. En pratique, ça veut dire qu'un ressort coil sera toujours plus réactif qu'un ressort R. Alors que la réactivité d'un ressort R est très très dépendante de son niveau d'entretien. Donc sachant que les joints, la graisse et l'huile d'un ressort R s'usent, et en fait, ça veut dire qu'en plus de ça, donc la réactivité n'est pas forcément au top, mais les performances vont baisser dans le temps. Donc, pour un nombre d'heures identique, un ressort coil sera toujours plus réactif qu'un ressort R. Ça, il n'y a pas photo. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'une suspension coil ne demande pas d'entretien. Si le ressort n'en demande pas, donc ici il n'y a pas besoin d'entretien, le reste de la suspension a besoin d'un entretien. Donc là, dans un TTX22M par exemple, on a de l'huile, on a des joints, il faut les remplacer régulièrement. Donc en pratique, comment ça marche? Ici sur l'écran, on a un X2 avec une vue de ce qui se passe à l'intérieur quand il est en compression. Le schéma montre le ressort R ainsi que la partie de l'amortisseur qui rentre dans le ressort R quand l'amortisseur est en compression. C'est un schéma qui est simplifié, je précise. Quand l'amortisseur n'est pas compressé, donc on a une pression qui est établie dans le boîtier R. Elle a été établie en fonction du poids et de la pratique du pilote. La réactivité de l'amortisseur dépend d'une part du niveau d'entretien du boîtier R, donc du ressort R, c'est-à-dire les joints, la graisse, l'huile qu'on a décrit précédemment, et c'est aussi conditionné par les tolérances des pièces. Donc on a déjà eu des cas où les tolérances des pièces empêchaient l'amortisseur de bien glisser. Ensuite, à mi-course, la pression commence à monter et on commence à sentir la progressivité de l'amortisseur. La résistance devient plus importante. Et enfin, en fin de course, la pression interne est au maximum. On va avoir du mal à arriver en fin de course et à exploiter la totalité du débattement de l'amortisseur. Et la progressivité de l'amortisseur commence à vraiment beaucoup se faire sentir. Donc ça, c'est le fonctionnement normal d'un ressort R sur Fox X2. Les choses sont assez différentes sur un amortisseur coil, donc avec un ressort coil. Donc quand on a un ressort coil, il y a une absence de friction. C'est-à-dire que le ressort, il n'y a absolument rien qui l'empêche de bouger. Au moindre choc, il va bouger, il va réagir.
ce qui est plutôt bien quand on veut avoir une bonne réactivité au niveau des petits chocs. Donc ça c'est géré, il n'y a pas de problème. Ensuite, la force en fait va toujours être proportionnelle à la compression. Donc on va retrouver le même comportement du début à la fin. Alors le problème avec ça, c'est qu'on peut se retrouver avec un amortisseur sur lequel on arrive en butée. Alors sur les systèmes coil modernes, il y a toujours un petit dispositif pour éviter ça en fait. Donc là par exemple sur le TTX22M de Hollins, on a un bumper. Donc ça c'est un bumper bien particulier, hein. C'est pas juste un morceau de caoutchouc. Et il est prévu pour se déformer de telle manière qu'on va avoir une espèce de progressivité qui va intervenir en fin de course, qui évite d'arriver en butée. Alors la meilleure technique pour éviter d'arriver en butée, c'est déjà d'avoir un ressort qui est adapté au poids du pilote. Ça c'est le premier truc. Mais si on a une pratique telle qu'on exploite vraiment le débattement entier de l'amortisseur et qu'on risque quand même d'arriver en butée, bah, il y a ce bumper qui est là pour éviter d'avoir des problèmes en fin de course. Donc voilà, c'est assez différent du fonctionnement d'un amortisseur R. Ce que j'ai présenté précédemment avec le X2, c'est aussi valable pour un Fox DPS, pour un RockShox Deluxe, un RockShox Super Deluxe. C'est tous les types d'amortisseurs R qui sont comme ça. Donc ensuite, sur les fourches, on retrouve exactement la même chose. On a des ressorts R progressifs, on a des ressorts coil linéaires, et on a exactement les mêmes phénomènes que sur les amortisseurs. La différence, c'est vraiment l'implémentation, c'est-à-dire que ça ne prend pas la même forme. Tout est à l'intérieur d'un plongeur, qu'on soit ressort coil ou ressort R, et tout est protégé de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à un amortisseur. Donc une fois qu'on a compris tout ça, on peut rentrer dans les détails. Donc à commencer par les ressemblances. Donc les deux sont pertinents en VTT. Les deux savent encaisser les chocs. Les deux savent rétablir la position de la suspension. Les deux sont disponibles à des niveaux de prix qui sont similaires. Donc parfois on peut s'imaginer que le coil, c'est du haut de gamme, c'est cher, c'est rare. En fait non, quand on regarde en détail, c'est disponible à peu près au même niveau de prix que le R. Les deux ont besoin d'entretien. Dans les deux cas, il y a d'entretien. Alors certes, le ressort coil n'a pas besoin d'être entretenu en tant que tel, alors que le ressort R, oui, mais par contre, un amortisseur coil a besoin d'entretien. Donc dans les deux cas, on entretient la suspension. En termes d'usage, on commence à trouver des différences. Donc tout ce qui est DH, e-bike, enduro, all mountain, trail, les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Il y a du R et du coil pour les deux, c'est vraiment pas un souci. Par contre, sur le cross-country, du fait du poids, et ça je vais venir en détail juste après, du fait du poids additionnel des ressorts coil, bah, on ne voit pas de coil en cross-country. Ici, on va parler des différences plus marquées entre les deux. La première différence, c'est la diffusion. Les ressorts R sont beaucoup plus courants que les ressorts coil, et la raison, c'est la pompe. Donc on change la pression en fonction du poids et de la pratique du pilote, et le pilote peut ensuite aller rouler immédiatement. C'est vraiment différent sur un ressort coil, parce que sur un ressort coil, on a besoin de calculer le tarage en fonction du poids et de la pratique du pilote, en fonction de son vélo aussi. Et il faut faire le calcul, ensuite il faut aller trouver le ressort, ensuite il faut l'installer. Donc c'est vraiment pas la même démarche. D'un point de vue purement pratique, d'un point de vue immédiateté, le ressort R est beaucoup plus simple à gérer, et le ressort coil, en fait, aujourd'hui, c'est une affaire de spécialiste. Ensuite, au niveau du poids, là, clairement, avantage pour les ressorts R. Donc un ressort R d'amortisseur comme ça, par exemple, c'est un boîtier en aluminium avec de l'air sous pression. C'est très léger, il n'y a pas de problème, c'est plus léger qu'un ressort hélicoïdal. Par contre, la différence n'est pas toujours aussi énorme qu'on peut le penser. Je vais y revenir en détail juste après. Là où par contre le ressort coil a des avantages très très marqués par rapport au ressort R, c'est sur la réactivité, le maintien, le confort, la prévisibilité. Tout ça on en a parlé précédemment quand on parlait des différentes courbes et des différentes façons en fait dont fonctionnaient les différents ressorts. Donc voilà, là les avantages sont très clairs. Ça ne veut pas dire que sous certaines conditions un ressort R ne va pas s'approcher d'un ressort coil, hein. Il y a plein de façons de le faire. Mais en général, clairement, le ressort coil a un avantage sur la réactivité, le maintien, le confort, la prévisibilité. Avantage aussi au niveau du grip, donc est-ce que la roue va continuer à accrocher au terrain? Là en fait, comme le ressort coil en fait réagit au moins de petits chocs, la roue elle va avoir tendance à rester beaucoup plus collée au terrain qu'avec un ressort R. Ça c'est clair. Au niveau de la chauffe, donc quand l'amortisseur chauffe, sur un ressort R, ça va altérer les performances et c'est normal. Le ressort R est sujet à des altérations de performance quand on a des différences de température, des différences de pression. C'est bien normal. Alors par contre qu'un ressort coil en fait est complètement différent au fait que l'amortisseur va chauffer. Ensuite sur la durabilité des performances, clairement une suspension avec un ressort coil aura une meilleure durabilité des performances tout simplement parce que les performances du ressort coil sont constantes et inaltérables. Sauf si le ressort commence à être très très usé, bon là oui, mais ça prend plusieurs années, hein. Donc performance beaucoup plus durable au niveau des ressorts coil.
Sur la robustesse, par contre, on a des différences entre les fourches et les amortisseurs. Sur une fourche, que ce soit de l'air ou du coil, c'est protégé à l'intérieur d'un plongeur. Donc s'il y a des impacts, s'il y a de la torsion, il ne va pas se passer grand-chose. La fourche, le châssis de la fourche va en prendre un coup. Le ressort, en général, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, quand ce genre de phénomène arrive sur des amortisseurs, là c'est différent parce qu'un boîtier en aluminium qui est exposé à l'extérieur et se prend une torsion, se prend un impact, bah, ça peut faire que le boîtier ne fonctionne plus en fait. Alors que sur un ressort hélicoïdal, là vous pouvez le tordre autant que vous voulez, il ne va pas se passer grand-chose, hein, ça va continuer à fonctionner. Donc ça c'est une grosse différence au niveau de la robustesse. Ensuite le coût à l'usage, bah, ça dépend en fait du niveau de performance qui est attendu. Parce que sur un ressort R, si vous dépensez énormément en entretien, vous aurez tout le temps des performances plutôt bonnes. Il n'y aura pas de problème, hein. Mais par contre, vous allez dépenser en entretien, ça c'est clair. Alors que sur un ressort coil, bon bah, le ressort coil n'a pas besoin d'entretien. Le reste de l'amortisseur a besoin d'entretien, ça c'est clair. Mais en tout cas, cette partie-là de la suspension n'en a pas. Donc ça va en fait dans le sens d'un meilleur rapport coût-performance en fait. C'est-à-dire que pour une somme identique dépensée dans chaque type de suspension, vous aurez plus de performance avec du coil qu'avec du R, ça c'est indiscutable. Donc si on doit résumer, les bonnes raisons de passer en coil, c'est la réactivité, le maintien mi-course, le confort, la prévisibilité, le fait de pouvoir se permettre plus de choses. Ça c'est quelque chose que beaucoup de clients sont venus nous raconter après un passage en coil, ils étaient plus en mesure de se permettre des choses qu'ils ne se permettaient pas avant en termes de pilotage, donc ils se retrouvaient avec un pilotage qui était plus engagé, plus audacieux. Et ça vient directement de la prévisibilité de la suspension, c'est-à-dire qu'on sait d'avance comment elle va réagir. Donc on est plus en sécurité, on gagne en assurance. Des performances plus durables, ça on en a parlé en détail depuis le début de la présentation. Et ensuite le fait d'en avoir plus pour son argent sur l'entretien. Il faut voir que sur un entretien d'amortisseur coil, comme on n'a pas grand chose à faire sur le ressort lui-même, on se concentre vraiment sur la partie hydraulique. Et du coup, en fait, on va plus loin. Et les constructeurs, en fait, nous poussent dans ce sens-là. Donc, par exemple, sur un amortisseur TTX22M Hollins, on va remplacer la tête hydraulique qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est une possibilité au moment du service. On peut aussi remplacer le bumper au moment du service. On peut aussi remplacer la membrane au niveau du réservoir. Et ça va dans le sens d'un rétablissement des performances d'origine vraiment de l'amortisseur. Et ça, c'est des pièces qui ne sont pas forcément considérées comme des pièces d'usure ailleurs, hein, chez les autres fabricants. Et pour autant, le prix d'entretien d'un amortisseur coil est en général quasiment identique à un amortisseur R. Mais comme on remplace des pièces comme ça, bah on en a plus pour son argent, donc c'est mieux en fait. Ensuite, c'est bien pour les pilotes avec des poids hors normes. Donc si vous avez un poids très léger ou un poids très élevé, il faut voir que les ressorts pour les poids très légers et les poids très élevés existent. Et vous aurez des bien meilleures performances avec ces ressorts-là qu'avec un ressort R qui est sous-gonflé ou surgonflé. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger. Donc par contre, il y a des raisons de ne pas passer en coil. Donc si les performances ne sont pas si importantes, hein, si au final vous ne cherchez pas vraiment la performance sur votre VTT, clairement, un ressort R à ce moment-là, c'est très bien, hein, il n'y a pas de problème, hein. Les performances sont moyennes en général. Vous aurez l'aspect pratique de pouvoir changer la pression en fonction si vous changez de poids, si vous perdez du poids, si vous gagnez du poids, si vous prêtez le vélo à quelqu'un d'autre. C'est assez pratique, hein. Mais par contre, bon, voilà, c'est pas le même niveau de performance que du coil. Si votre budget entretien est illimité, donc si vous cherchez très très bonne performance, mais que votre budget est illimité, bah là, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien rester en R. Vous faites un entretien complet toutes les 50 heures, donc de l'amortisseur et du boîtier R. Ça coûtera beaucoup plus cher pour des performances égales avec une suspension coil, mais les performances, elles peuvent devenir bonnes, il n'y a pas de souci, hein, ça peut se faire. Le seul truc, c'est que passer 25 à 50 heures, clairement, les performances ne sont plus là, donc il faut revenir régulièrement à l'entretien. Donc ça, c'est un problème. Donc ensuite, un autre aspect qui est bon pour le R, c'est si un même vélo sert pour plusieurs pilotes de poids différents. Bon bah là, clairement, l'air est clairement la solution la plus simple, hein. Vous changez la pression en fonction du pilote et tout est bon. Et ensuite, la dernière raison de ne pas aller sur du coil, c'est si le moindre gramme est important. Donc le coil, ça rajoute au minimum 200-300 grammes. Ça, c'est le minimum. Donc si 200-300 grammes, c'est important pour vous, il faut oublier le coil, ça c'est clair. Mais par contre,
Si vous voulez de la réactivité, du maintien de mi-course, du confort, de la prévisibilité, un pilotage plus engagé, si vous avez un poids qui est hors norme, bah, allez-y, quoi, faut aller sur le coil, hein. Donc la question du poids. On a posé différents types de ressorts. Donc pour un ressort R All-in Series F36, donc qui est sous forme de cartouche triple chambre, on est à 164 grammes. L'équivalent coil, toujours pour All-in Series F36, c'est à peu près 200 grammes de plus. Un ressort R pour Lyric, c'est 114 grammes. Donc là, c'est un ressort qui est basé sur une tige avec un piston. C'est pas une cartouche comme All-in, mais ça pèse quand même 114 grammes. Un ressort Vorsprung Smashpot, donc il y a un système ressort coil guidé, donc c'est le système de ressort le plus sophistiqué pour fourche à l'heure actuelle, c'est 482 grammes. Donc c'est à peu près 110 grammes de plus que le ressort All-in équivalent, tout en étant plus sophistiqué. Un Super Deluxe Air RockShox, c'est 444 grammes. Donc pour comparer avec un All-in TTX22M, un All-in TTX22M avec ressort, c'est 786 grammes. Et l'amortisseur sans ressort, c'est 492 grammes. Donc 440 grammes pour le Super Deluxe R, 492 grammes pour le All-in TTX22M sans ressort. Donc la différence de poids est pas gigantesque. Et un ressort Magnec pour Super Deluxe R, c'est quand même 144 grammes. Donc le type de ressort que je vous montre depuis le début. Ensuite, un autre préjugé qu'on voit souvent, c'est le bruit. Alors le bruit, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de progrès, en particulier avec le Smashpot de Vorsprung. Donc le Smashpot de Vorsprung, c'est un système de ressort guidé. Donc on a une tige à l'intérieur du ressort, donc qui fait toute la longueur du système. Et en fait, pour éviter d'avoir du bruit, on a plusieurs niveaux de revêtement. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'écran là tout de suite. Donc à l'intérieur, on a 2 revêtements. Et ensuite, au niveau du ressort, on a encore 1 voire 2 revêtements. La photo qui est en bas à droite, elle est particulièrement intéressante parce que on voit le revêtement PVC qui est très épais, hein, qui fait plusieurs millimètres, qui est utilisé sur les fourches 38 mm. Donc ça annule tout bruit, hein. Ça rend le système très silencieux. Donc on est très très loin de l'époque où les fourches coil en fait faisaient beaucoup de bruit. Un autre préjugé, c'est ah ouais, le coil, c'est pour les gros durs qui font du freeride tout le temps, qui sont au bike park tous les jours. Bah non en fait, parce que en l'occurrence là à l'écran, on peut voir des TTX22M qui ont été montés pour des vélos avec des débattements qui sont assez limités. Donc là, on est sur des versions en 7,5 pouces. Donc c'est assez petit, hein. C'est pas du 250, hein. C'est pas des amortisseurs énormes. Et ça marche très bien sur ces vélos-là. Donc on n'est pas obligé d'être sur un vélo de DH ou de bike park ou sur un e-bike pour tirer parti du coil. Euh, Là vraiment les amortisseurs, enfin c'est des petits modèles, hein, faut être clair, hein. Mais ça marche très très bien. Donc un autre préjugé, c'est si je mets une suspension coil à l'avant ou à l'arrière, je dois aussi passer l'autre suspension en coil. Alors c'est plutôt une bonne idée, mais c'est pas obligatoire en fait. Et faut bien voir un truc, c'est que la plupart des gens qui achètent par exemple des TTX22M ou des Marzocchi Bomber CR, ils gardent la fourche en R à l'avant. Donc c'est pas obligatoire. Loïc Bruni, ça fait plusieurs saisons qu'il roule avec une fourche R et un amortisseur coil. C'est pas un problème. Un autre préjugé, c'est ah oui, mais d'accord, mais les pilotes pro, ils ont pas forcément du R. Bon, faut pas être trop naïf quand même. Les pilotes pros sont payés pour rouler avec ce qu'on leur donne. Et avec une équipe de mécaniciens dédiée. Et avec des suspensions de rechange. Donc si ça casse, s'il y a un problème, ils changent tout de suite. Et ça, c'est sans parler des suspensions boîte noire, donc les black box par exemple qu'on trouve chez RockShox. Donc des suspensions qui ne sont pas vendues au public, qui ressemblent à des suspensions vendues au public, mais qui n'ont rien en commun avec les suspensions vendues au public. Donc ce que roulent les pros, c'est ce que les marques leur disent de rouler. Et c'est pas forcément... voilà, si vous voulez faire pareil, il n'y a pas de problème. Mais bon, n'oubliez pas d'avoir un camion avec des mécanos, avec une équipe dédiée. Donc voilà, il y a beaucoup de pros qui roulent en R, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour pouvoir rouler à un niveau professionnel en R, il faut un niveau d'entretien qui est vraiment important en fait. Donc si vous êtes un pilote qui a un mécanicien pour refaire un rebuild de l'amortisseur à chaque compétition ou même à chaque essai, très bien, hein. C'est ce que font les pros, hein. Mais pour une personne normale, c'est pas des choses qui sont forcément accessibles. Un autre préjugé, c'est la qualité des ressorts. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les clients se posent pas toujours les bonnes questions sur ça. Donc, on parle beaucoup de ressorts titane, on parle de poids de ressort.
Bon, ce qui est vraiment important, c'est la précision du tarage. C'est-à-dire que vous avez une valeur en fait sur chaque ressort, donc un tarage, qui est indicatif de la force que peut encaisser le ressort. Faut savoir une chose, c'est que plus le ressort est bas de gamme, moins le tarage sera précis. Et on a déjà vu des cas où des ressorts bas de gamme étaient vendus avec des tarages par exemple à 450. Et quand on testait en réalité, on se retrouvait avec des ressorts qui étaient plutôt à 405, 410. Alors d'accord, c'était pas du 400, hein, mais c'était pas du 450 non plus. Donc ça, c'est assez problématique. Quand on est sur les ressorts haut de gamme, type All-ins, les jaunes, ou les Fox SLS orange, le tarage est assez précis, il n'y a pas trop de problème. Un autre point qui est important, c'est les graduations disponibles, donc les écarts entre les différents types de ressorts. Chez All-ins, les graduations en fait sont assez précises. Vous passez pas de 400 à 450, vous allez avoir un ressort qui va être intermédiaire. Dans les autres marques, c'est pas systématique. Donc ça, il faut en tenir compte. Ça veut dire qu'il y a des gammes de ressorts qui permettent d'aller loin dans le fait de trouver le bon ressort vraiment pour la personne. Et il y a des gammes qui sont beaucoup plus limitatives. Donc ça, faut en prendre. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et ensuite, le prix, c'est aussi important parce qu'il faut voir une chose, c'est que avoir deux ressorts, c'est pas inhabituel. C'est-à-dire que si vous avez un poids qui change un petit peu d'une saison à une autre, vous avez peut-être envie d'avoir deux ressorts dans le garage. Donc le prix des ressorts est important. Donc si tous les ressorts ils coûtent 200 balles, ça peut poser problème. Si les ressorts sont vendus par exemple 90 ou 130 balles, c'est un peu plus simple. Donc il faut se poser les bonnes questions. Ensuite, il y a un point qui est souvent ignoré, c'est le type de ressort pour les fourches coil. Donc la plupart des clients qui viennent ici, en fait, n'ont pas forcément en tête le fait que sur les fourches, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est sûrement ce qui se fait de mieux en matière de ressort coil pour fourche. Donc ça, c'est le Vorsprung Smashpot. C'est un système de ressort guidé. Donc on a un guide ici qui va actionner en fin de course un système hydraulique qui va permettre d'avoir une résistance en fin de course. Euh, Ça c'est super hein, parce que ça permet d'adresser en fait les principaux problèmes du ressort coil sur fourche. Et en plus, on a une molette qui permet d'ajuster le niveau de résistance, donc qui est externe. Donc ça c'est vraiment super. Pour autant, c'est pas vraiment dépendant du niveau d'entretien parce qu'en fait c'est pas un système qui est basé sur des joints, ce qui est super. Et voilà, ça c'est vraiment, on peut pas comparer ça avec un système coil qui était vendu il y a 5 ou 6 ans. Ça n'existait pas. Donc là, à l'écran, on a deux systèmes qui sont présentés. Donc à gauche, on a le système de ressort guidé avec HBO. Donc le HBO, c'est le Hydraulic Bottom-Out, c'est l'anti-talonnage hydraulique. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur le système de Vorsprung. Et à droite, on a un ressort sur tige avec précontrainte. C'est le type de système qu'on trouve sur les XF36 All-ins M2, sur les Marzocchi Z1, sur les RockShox Bomber version B. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est moins sophistiqué. Et ça peut pas se comparer à ce qu'on trouve avec Vorsprung. Donc voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le R et sur le coil. J'aurais vraiment voulu pouvoir inclure un comparatif d'amortisseurs coil, par exemple TTX22M contre DHX2, contre Ext, etc. Ça aurait pris trop de temps, donc j'ai pas fait. Ce sera le sujet de prochaine vidéo. À la prochaine!